Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Lucarne Américaine, le rendez-vous du lundi, parce qu'on est tous les lundis à 22 h. Vous avez vu, on est à l'heure ce soir. C'est rare, non c'est pas rare, c'est mieux, on est beaucoup plus ponctuel, on a travaillé sur la ponctualité sur les émissions. C'est tous les lundis, c'est à 22 h, c'est le tour des Amériques pendant à peu près une heure et demie, ça sera variable hein, forcément en fonction des dossiers, etc., etc. Donc, si vous voulez suivre l'émission avec nous en direct, venir interagir comme ceux qui sont déjà présents dans le chat, je vais les saluer. Bonsoir Rodolphe, Nostromo, Alarami, Pierre et Red le Rouge. Voilà, si vous voulez venir interagir et que vous êtes en train d'écouter ce programme, soit sur le replay de YouTube, soit sur les plateformes de podcast, bah, vous pouvez venir. C'est le lundi à 22 h. Salut à Creamer aussi qui vient d'arriver. Et vous pouvez participer, poser vos questions, échanger avec la communauté Lucarne Opposée. Voilà, tous les lundis sur Twitch ou sur Kick, vous choisissez votre plateforme. Et puis voilà. Bonsoir à Paul Bismuth aussi. Et donc voilà, on est lundi, on est à l'heure, on est prêt pour une nouvelle session de football sud-américain. Vous allez voir, une actualité quand même assez riche ce soir, avec des choses qui vont forcément, qui méritent forcément qui méritent de s'attarder. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Comment est découpée l'émission? Comme d'habitude, dans un premier temps, on va commencer par quelques news de la semaine. Il va y avoir un petit retour. Je vous l'avais promis la semaine dernière. On va faire les suites de l'affaire Atlético Nacional Junior. On va en parler forcément un petit peu des suites. Ça devrait aller assez vite. Après, on passera du temps sur l'affaire du moment en Amérique du Sud, la fameuse affaire qui fait parler aussi sur notre Discord. N'hésitez pas hein, d'ailleurs à y venir si vous voulez participer. La fameuse affaire Suarez-Bielsa. Et voilà, on va en parler. On va détailler pour ceux qui n'ont pas tout suivi parce que bah voilà forcément parce que tout n'a pas été non plus complètement dit dans la presse française. Donc tout le monde ne parle pas forcément espagnol pour maîtriser tout ça. Donc on va s'attarder, revenir là-dessus, voir ce qui a été dit. Et puis finalement se poser la question de savoir s'il y a vraiment une polémique dans cette histoire ou si on n'en fait pas un peu des caisses. Voilà, il y a peut-être un élément de réponse dans, dans le fait que je pose la question. Ça sera les news de la semaine. On en profitera pour parler un petit peu des éliminatoires sud-américains qui vont avoir lieu cette semaine. Et ensuite, on passera au dossier. Le dossier de la semaine est assez lourd, entre guillemets, dans le sens, la thématique est assez lourde, puisqu'on va parler de paris sportifs en Amérique du Sud. On va surtout parler des sites de paris sportifs, plus que du paris sportif en tant que tel, même si vous allez voir que forcément il y a des conséquences. On va parler de ces sites de paris en ligne et de leur influence, de leur impact, de leur importance aussi, parce que c'est le mot, en Amérique du Sud. Et vous allez voir que ça va être lié à une actualité, notamment au Brésil, avec des choses qui pourraient avoir, enfin des décisions qui ont été prises qui pourraient avoir de grosses conséquences. Voilà, c'est le menu de la soirée. Vous avez vu, les riches, il y aura forcément les Golasso Hello, hein, je sais que vous les attendez, en fin d'émission. Et bien voilà. Si vous êtes confortablement installé, on va pouvoir y aller. Et on va donc commencer par les news de la semaine. Et donc, je le disais, on va débuter nos news par un retour sur l'affaire Nacional Junior. Je vous en ai parlé. Évidemment, la semaine dernière, on s'est beaucoup attardé sur ce qui s'était passé à l'Atanasio Girardot. Je peux vous remettre les images en fond si vous avez les images devant vous. Forcément, si vous êtes en direct, vous les avez. Avec ces fameux débordements qui ont eu lieu dans la tribune nord de l'Atanasio Girardot entre les supporters de Junior et les supporters de l'Atlético Nacional. Match qui a été arrêté à la 53e minute, 54e à peu près, on ne va pas jouer à la minute près. Dans le communiqué de la Dimayor, vous allez voir, je vais en parler dans un instant, ça dit 53e minute. Donc bon, le but était à la 54e, mais bon, c'est pas grave. Bref, ces débordements qui ont eu lieu, je le disais, il y avait forcément des sanctions qui étaient attendues. Il y avait une réunion qui était organisée lundi dernier, à peu près au moment où on faisait notre émission, et il y avait des sanctions qui étaient attendues en milieu de semaine. Elles sont tombées, ces sanctions. La Dimayor a rendu son verdict mercredi et dans un grand communiqué avec un gros fichier PDF. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de lire tout ça, parce que en fait tout est décortiqué, tout le procès, tout ce qui s'est passé, hein, tout le déroulé des opérations, les sanctions, les comptes rendus et tout. C'est un bon gros fichier PDF. Il doit faire 25 pages à peu près, ou peut-être même plus. Il n'y a pas que cette affaire-là hein, qui a été jugée, mais bon, concrètement. Sans entrer trop dans le détail, parce qu'on ne va pas passer 8 jours sur les sanctions financières, parce qu'il y a des sanctions financières pour les deux clubs.
les deux clubs sont pénalisés financièrement. Ça, c'est, on va dire, assez classique. Et surtout, les deux clubs prennent 6 matchs de huis clos. C'est beaucoup, hein, 6 matchs de huis clos pour la suite du championnat. Donc, je rappelle quand même que la semaine dernière, le maire de Medellín avait annoncé que les 2 prochains matchs de l'Atlético Nacional se dérouleraient déjà à huis clos. Je rappelle aussi que, ils ont annoncé la fermeture des frontières pour les supporters visiteurs à Medellín. Donc voilà, il y avait déjà une partie de sanctions qui était indépendante de la DIMAYOR. Et puis surtout, il y avait cette grande question que l'on se posait, qui était l'objet de tous les débats, l'objet de tous les combats, entre guillemets, entre l'Atlético Nacional et Junior. Enfin, pas trop Junior, parce que rappelez-vous, ils avaient quand même un petit peu perdu leur 5G pendant 2 jours. Mais il y avait un combat qui était de savoir qui allait être responsable de l'affaire. Je vous rappelle que la semaine dernière, tout le monde s'est un petit peu lavé les mains en essayant de rejeter la faute les uns sur les autres. Eh bien, la DIMAYOR, elle, pour le coup, elle a tranché, elle a clairement tranché, puisque la responsabilité, elle est pour National, tout simplement, puisque c'est lui qui, en tant qu'organisateur, devait assurer la sécurité dans son stade. La conséquence, eh bien, c'est que l'Atlético Nacional a eu match perdu. L'Atlético Nacional menait 2-0 à ce moment-là. Et donc, les 3 points sont pour Junior de Barranquilla. C'est une décision importante qui fait forcément beaucoup parler. Je fais une petite parenthèse pour saluer la chicha de Sergio Mafua et César qui viennent d'arriver. Bonsoir à vous. Et donc, ça fait beaucoup parler, et ça fait forcément beaucoup parler l'Atlético Nacional. Alors, l'Atlético Nacional a réagi avec un communiqué. Je vais vous le faire passer, hein, dans les images, le communiqué. Vous n'allez pas forcément avoir besoin de tout lire. On ne va pas tout lire. Il fait 5 pages. Le communiqué de l'Atlético Nacional. En fait, concrètement, pour résumer un petit peu ce qu'il y a dans ce communiqué, ils expliquent un petit peu toute la chaîne des responsabilités dans ce qu'il s'est passé, dans la manière dont un match est organisé du point de vue de la logistique, par l'Atlético Nacional, par les pouvoirs locaux, par la police, enfin toute la coordination, tout l'ensemble de la chose. Donc ils expliquent que pour l'organisation de tels matchs, il y avait 570 unités de police, 69 personnes des services de sécurité de la ville qui étaient réquisitionnées pour le match, et eux, ils y ont adjoint 470 personnes de la logistique et 35 personnes d'une société de sécurité privée. Et en gros, ils expliquent dans cette... il n'y a pas que ça, hein, dans le communiqué, mais en grande partie, ils expliquent que, ils avaient en gros mis en place des forces qui correspondaient à une affluence de 44 000 personnes. Et en fait, il y avait 26 000, alors je peux vous donner le chiffre, 26 567 personnes précisément au stade. Et que donc, concrètement, ce qu'il faut retenir de ce qu'ils disent, c'est que ils avaient fait ce qu'il fallait en termes de sécurité. Il y a quand même des choses assez rigolotes. C'est que ils ajoutent quand même que c'est les supporters de Junior qui ont commencé, et que donc c'est pas eux qui ont initié les problèmes, que donc tu vois, il y a un côté, c'est la faute des gars de Junior. Et ils expliquent surtout que ce n'est pas à l'Atlético Nacional de s'occuper de la fouille des supporters visiteurs, et que donc finalement, c'est ce qu'ils disent dans ce communiqué-là, qu'en prenant cette décision, qui est de donner les 3 points à l'équipe visiteuse qui était menée 2-0 à cause des débordements de leurs supporters, voilà, hein, je cite entre guillemets l'Atlético Nacional, hein, c'est pas moi qui vous tire une conclusion de la chose, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que ça va faire jurisprudence, parce que ça veut dire que si tu es une équipe visiteuse et que tu perds, tes supporters peuvent mettre le bazar dans le stade, c'est l'autre équipe qui va en payer les conséquences, et qui va en payer les conséquences comptable en termes de points. Salut Flo Balmont. Est-ce que la CONMEBOL est intervenue dans ce dossier? Non, parce qu'elle n'a pas à intervenir dans ce dossier. Ça reste une sanction envers les joueurs qui n'ont rien demandé. Tout à fait, mais le problème, il y a il y a des sanctions financières et des huis clos pour les clubs. Mais c'est ce que je suis en train de dire, Pierre, et c'est ce que dit l'Atlético Nacional, c'est que ça va créer un précédent. Et donc du coup, en gros, c'est ça, quoi. C'est tu perds, tes barras peuvent foutre le bazar dans le stade, et du coup, tu vas avoir la victoire. Alors ils disent clairement, eux, marquent que ça envoie un signal néfaste. Ils donnent quand même 2 autres exemples de matchs où il y a eu des débordements, Cortuluá-Cali en 2022 et La Equidad Junior en 2023, qui n'avaient pas entraîné ce type de décision. Et donc,
Voilà, ils en profitent quand même pour mettre une petite charge contre les instances, contre la DIMAIOR et contre l'ensemble des instances du football, en rappelant qu'il y avait un carnet de l'INCHA, ce dont on avait parlé hein, sur, par exemple, ce qui se fait, par exemple, au Mexique, plus ou moins bien, mais en gros, chaque place est individuelle, enfin voilà, vous avez, comme si vous aviez une carte d'abonné, vous êtes fiché, entre guillemets, pour dire les choses, c'est pas très beau, mais on va le dire, on va le résumer comme ça, et que le carnet est toujours pas mis en place. Voilà, donc ils mettent des bâches un petit peu à tout le monde. Ce qu'il faut retenir, dans cette histoire-là aussi, c'est que, et dans ce communiqué, c'est que l'Atlético Nacional annonce qu'ils vont faire appel auprès des instances colombiennes, forcément, parce que c'est une décision de la commission de discipline, donc forcément, il y a des appels qui vont être en cours, mais ils n'entendent pas en rester là, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller jusqu'au tribunal arbitral du sport pour plaider leur cause. Voilà. En tout cas, ils ont pris des sanctions rapidement. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Ça, on va voir dans l'avenir. C'est assez fou, oui, on est d'accord, Rodolphe. Le football en Colombie, c'est pas clean entre ça et les matchs truqués. Bah oui, c'est un peu le problème. Et comme le dit Pierre, voilà, le fait est que ce risque-là va faire qu'on va... De toute façon, c'était un petit peu ce que l'on disait lundi dernier. Et c'était un petit peu ce qui était sous-jacent avec ce qu'ont décidé les instances locales du côté de Medellín, à savoir que... on va se diriger petit à petit vers une interdiction de déplacement des supporters, hein, tout simplement. Un petit peu comme on fait en Argentine. C'est la seule solution à une époque qu'ils ont trouvée en Argentine. Ne sachant pas gérer les visiteurs, ils ont décidé justement de les interdire. Et depuis, il n'y a plus de supporters visiteurs dans les stades en Argentine depuis 20 ans, facile. Mais bon, interdire les barras, il faut que les autorités locales interviennent. Les clubs ne peuvent pas empêcher un déplacement de supporters. Bah, Red, le maire de Medellín, a annoncé qu'il fermait les frontières aux supporters visiteurs les week-ends de match. Donc voilà. Cette histoire de huis clos, ça va pénaliser les INCHA qui n'avaient pas besoin de ça. C'est toujours le problème de ce type de sanctions. Et par rapport au huis clos, il n'y a jamais de bonne sanction. Quand il y a des débordements dans des tribunes, tu pénalises tout le reste du stade. Quand tu as des débordements dans un virage, par exemple, c'est pareil chez nous, que tu décides de fermer le virage parce qu'il y a 50 connards qui ont mis la merde, tu pénalises tous les autres. Il n'y a jamais la bonne sanction. Mais généralement, parce que c'est ça aussi, généralement, quand tu mets ce type de sanction-là, c'est pour que tout le monde se mette à agir. Le problème, c'est que c'est jamais le cas. donc voilà, sachez que, tiens, petite parenthèse, je sais pas du tout, Red, faudra, si Pierre est encore dans le chat, Pierre, je te laisse répondre, mais je sais pas s'il y a des interdictions de stade, en tout cas sur des longues durées. Il doit y avoir des suspensions de stade sur quelques années, mais je pense pas je sais pas s'il y a des interdictions à vie. Et j'ai pas d'exemple en tête comme ça. Ce qui est certain, par contre, et c'est pour ça que je vois ton message, c'est qu'il y a 10 personnes qui ont été prises en photo, et je vous avais montré les photos la semaine dernière, quelques photos la semaine dernière, et ces 10 personnes sont recherchées. Voilà. Bon courage pour les trouver. Bref, voilà, c'était un petit peu pour faire pour faire un retour sur cette affaire. Vous voyez qu'elle n'est pas complètement terminée parce que ça va continuer ça fait forcément beaucoup parler, et notamment du côté de l'Atlético Nacional qui s'estime. Alors, je vous laisse voir de votre côté hein, si vous trouvez que c'est s'il s'estime justement ou injustement lésé dans l'histoire. Il va falloir suivre, il va falloir bien suivre tout cela, voir jusqu'où ça va aller. Il y a des IDS et supporters de Tolima qui avaient frappé Catania, il avait pris 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, a été IDS. Mais il a été IDS pour avis, Pierre, ou juste sur une période? Et en fait, ça fonctionne comment, les IDS en Colombie? Tu fais comme en France? Tu vas pointer les soirs de match ou pas du tout? Ou ça marche comment, en fait? Tu dois aller pointer au commissariat les soirs de match? Parce que bon, quand on sait que certains barrassent la collusion avec la police, voilà, hein? Tout est dans mon petit silence qui suit. Voilà, bref, on va passer à la deuxième news de la semaine, qui est un petit peu plus importante. On va y passer plus de temps sur cette news. Forcément, c'est la fameuse affaire Suarez-Bielsa qui est en train de secouer l'Uruguay. Les policiers viennent regarder le match à la maison avec toi. Non, ils viennent au stade avec toi, César. Non, sur une période, mais c'est à l'entrée qu'ils se font recaler. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que c'est du coup ça veut dire que l'équipe, quand il y a un déplacement, l'équipe qui reçoit doit contrôler que le gars est interdit de stade ou pas. Quand tu vois que l'Atlético Nacional a déclaré dans son communiqué que c'est pas à elle de gérer l'entrée des visiteurs ni de gérer leurs fouilles, bon, voilà. Hein,
on va encore laisser un petit blanc là-dessus. Bref, on passe donc à la grosse news de la semaine. L'affaire Suarez-Bielsa. Dans le programme des footballs, c'est Habla Así, qui est un programme sur Direct TV Argentine, Direct TV Sport. Luis Suarez était en interview tranquillement depuis Miami, avec sa petite casquette à l'envers et son haut de survêt rose. Et il s'est un petit peu lâché, enfin, il a parlé des dessous, entre guillemets, de la face cachée de la sélection uruguayenne sous Marcelo Bielsa. Et en fait, vous allez le voir parce que j'ai pris quelques citations. Enfin, on va passer du temps pour voir ce qu'il a dit un petit peu. Il a surtout pointé, en gros, un changement d'ambiance assez drastique au sein de la Céleste. Alors, il a bien commencé en expliquant qu'avant, il ne connaissait pas Marcelo Bielsa et que la première rencontre, il raconte la première rencontre entre guillemets avec Bielsa, il a un petit peu été refroidi parce qu'il a discuté avec Bielsa pendant plus de 5 minutes. Et il n'a eu aucune réponse autre que merci Louis et basta. Et il attendait d'autres réponses, il n'a rien eu. Et il explique que du coup, ça donne pas forcément envie d'interagir avec le sélectionneur. Alors, je fais une petite parenthèse et vous allez voir qu'il va en être beaucoup question de comparaison avec ce qui se passait avant, parce que on est dans un pays, l'Uruguay, où l'interaction, et ça a été beaucoup mis en place sous Tabarez, l'interaction entre les cadres et le sélectionneur est importante. Et donc là, en gros, ce que Suarez dit, c'est que d'entrée, l'interaction, il n'y en a pas. Quand il arrive, il n'y en a pas. Alors, il explique qu'il n'a pas voulu parler plus tôt, parce qu'il ne voulait pas causer de problème. Mais il rappelle quand même, il donne quand même des exemples de situations qui lui ont fait très très mal pendant la Copa América et qu'il n'a rien dit pendant ce temps-là. Mais ce qu'il va falloir retenir dans ce qui va se passer derrière, et c'est un petit peu ce que dit Diego Godin, on parlera des réactions que cela a suscité, de certaines réactions que ça a suscité, c'est vraiment, et pour répondre à ta question, Rodolphe, il défonce pas véritablement Marcelo Bielsa, il pointe un management. Voilà, un type de management. Et on voit beaucoup d'articles qui passent, Suarez détruit Bielsa, Suarez se paye Bielsa, blablabla. Bon, on sait comment ça marchait, Internet. Il le défonce pas, il pointe juste un traitement, une façon, un management qui ne lui convient pas, en fait, concrètement, et qui ne semble pas convenir à tout le monde. Alors justement, parce que toutes ces déclarations ne portent pas sur le terrain, ne portent pas sur des notions tactiques sur le terrain, et ne portent pas non plus sur les résultats. Alors que, franchement, il peut y avoir des éléments où on peut se dire... Il y a des choses à dire sur certains résultats. Le pré-olympico, par exemple, la façon dont a été gérée la Copa América avec une rotation quasiment inexistante au sein du 11 de départ, même quand c'était fait. Donc voilà, il y a des choses, il y a des éléments sur lesquels on pourrait parler, mais il ne parle pas de ça. Il parle que d'ambiance et que donc de l'ambiance qui est mise au Complejo Céleste, le Clairefontaine uruguayen. Donc il pointe notamment le traitement de certains personnels. Alors on en parle beaucoup en Uruguay, l'exemple de Edgardo Di Maio. Si vous cherchez un petit peu, vous trouverez son surnom, Minguta, qui est l'intendant depuis une trentaine d'années de la sélection. Et justement, Suarez explique que Minguta n'a plus le droit de croiser les joueurs quand ils sont dans la salle à manger, et que donc lui doit faire le tour, passer par derrière pour aller manger à part, et en gros explique que l'ensemble des personnels n'a plus le droit d'interagir avec les joueurs. Il donne d'autres exemples. Par exemple, il explique que lorsqu'il discute avec un kiné dans la cuisine, le kiné regarde partout à gauche à droite pour voir s'il ne va pas se faire gauler en train de parler avec un joueur. Donc ça met une ambiance un peu particulière. Pourquoi, Rodolphe? J'en sais rien, c'est ce qu'il explique. Voilà, c'est voulu par le coach. C'est le nouveau, comment dirais-je, la nouvelle charte de comportement dans le stade, au sein de la sélection. Donc il pointe en fait ce manque un petit peu de relations humaines. Voilà. Il y a et ça touche pas que les intendants, les kinés, machin. D'anciens joueurs, il parle par exemple du Russo Pérez, Diego Pérez, qui a joué en France notamment, qui est l'entraîneur des jeunes et qui s'est occupé un petit peu de l'équipe A', n'ont pas le droit de manger avec les joueurs de l'équipe A. Ils sont à part. Et donc il raconte que l'ambiance dans cette salle n'est plus la même, c'est plus du tout comme avant. Je vais le citer, je vais lire, je vais être précis. Cela me brisait le cœur d'entrer dans le Complejo Céleste. Les coéquipiers
coéquipiers ont peur de crier, de faire du bruit ou de faire des blagues. La vérité, c'est que ce qui se passe avec l'équipe nationale me fait mal et cela m'attriste de voir le complejo dans cet état. Et il raconte aussi plusieurs exemples. Il donne plusieurs exemples. Il raconte par exemple l'anecdote du Passillo, ce que je suis en train de vous montrer si vous avez la vidéo. Euh, il raconte, c'était vers la fin quand les joueurs lui ont fait cette aide d'honneur. Vous le voyez, hein, vous allez le voir sur la vidéo qui a été publiée par le compte de la fédération. Et en fait, Suarez explique que Bielsa n'était pas d'accord avec cela. Je le cite, il voulait m'offrir un cadeau. L'entraîneur s'est fâché parce que cela perturbait son planning. Il avait une discussion prévue avec un autre joueur à 12h45 et ce Passillo perturbait cette réunion. Mes coéquipiers ont fait face à cette situation et ont dit non, on veut dire au revoir à Luis. Donc voilà, donc il pointe cette question de la gestion des hommes. Il raconte par exemple, je vous laisse le Passillo, vous voyez quelques extraits. Il raconte aussi, par exemple, alors je me suis pas amusé à regarder si Bielsa était sur la vidéo, mais je ne pense pas qu'il y soit. Justement, vous voyez qu'il y a les intendants, que voilà, il y a tout le personnel concrètement qui a déjà interagi avec lui. Et il prend des exemples dans la gestion humaine sur certains hommes. Il raconte comment Darwin Núñez, à la mi-temps en Argentine, s'est fait méchamment bousculer par Bielsa et qu'au moment de sortir du vestiaire, il pleurait. Il avait les larmes aux yeux. Il raconte qu'il a été, lui, Luis Suarez, le voir et voilà, le réconforter un petit peu, voilà, s'occuper de lui. Darwin Núñez marque en seconde période et bon, Suarez raconte un échange avec Bielsa qui lui dit, Bielsa lui dit, tu vois, j'ai bien fait de le bouger. Et Suarez lui dit, ouais, mais c'est un garçon qui a besoin qu'on le supporte, qu'on l'aime. Voilà. Bref. Et il raconte aussi une autre affaire, et une affaire que l'on avait vue pendant la Copa América. Moi, je me souviens que j'en avais parlé de cette histoire. C'est l'affaire Agustín Canobio. Canobio, il y a une image qui a beaucoup tourné lors du match face au Canada. C'est quand Canobio se rend compte qu'il ne jouera pas ce match-là, qu'il n'entrera pas en jeu. Et il est dans une colère, il rentre dans une colère noire, concrètement. Il fracasse la bonbonne de boisson, il renverse un siège, il veut même carrément se barrer du stade, mais la porte est fermée, alors il s'assoit dans un coin. Il est dans une colère noire. Et en fait, Suarez raconte que, et c'est ce que tu disais, Rudy, c'est que, en fait, il raconte qu'Agustín Canobio était appelé pour les entraînements juste pour faire des passes aux autres, en gros pour servir de sparring partner, juste pour rendre les ballons. Généralement, c'est ce qu'on fait faire aux jeunes, aux vraiment jeunes, pour leur dire, viens avec les pros, voilà. Et voilà, on parle d'un joueur de 26 ans et qui était dans une colère, voilà. Et donc, on voit l'accumulation et on comprend sa colère noire. Donc voilà, il parle de tout cela. Et on se souvient que Canobio avait été interrogé par la presse uruguayenne à la fin du match, en zone mixte. Et on lui avait demandé, c'était une journaliste, lui avait demandé à la fin, pourquoi qu'est-ce qui t'a mis en colère, quoi. Et il lui avait répondu, tu sais très bien, et tu sais aussi très bien que c'est pas le résultat. Voilà. Sous-entendu, vous savez ce qui se passe. Donc voilà. Et donc, il raconte cette absence de relation entre les joueurs, et Marcelo Bielsa, cette distance. Il parle d'un groupe qui a été isolé, qui est isolé du reste et isolé aussi de ses supporters. Et là, c'est assez intéressant parce que Luis Suarez pointe aussi le double discours de Marcelo Bielsa. Pareil, je vais vous le citer. Je vais d'abord vous montrer à quel point la césure avec le groupe, elle était assez compliquée. Il explique par exemple que de nombreux joueurs ont organisé une réunion pour aller demander à l'entraîneur d'au moins leur dire bonjour. Et il ne l'a même pas fait. Et il dit derrière, Bielsa fait des conférences dans lesquelles il donne des conférences de presse, dans lesquelles il dit des choses merveilleuses sur les gens. Il parle notamment de la conférence de presse qu'il avait donnée à New York. Sauf que nous, à New York, il nous a demandé de ne même pas nous arrêter pour aller saluer les supporters qui étaient devant l'hôtel. Il explique qu'il y avait 400, 500 supporters uruguayens qui attendaient devant l'hôtel. Et Bielsa ne voulait pas que les joueurs aillent les saluer. Et Suarez, si on l'écoute, a forcé pour que les joueurs aillent le saluer. En fait, voilà. Depuis, il n'est pas revenu au dernier rassemblement. Alors, tu parles de Canobio, Rudy. Pour te dire les choses très clairement, je me souviens d'avoir vu quelques émissions à l'époque où il y avait eu ce débordement en bord de terrain. Cet énervement visible de tous.
la zone mixte est derrière et déjà certains journalistes disaient: «Canobio, vous allez voir dans quelques jours, il va annoncer qu'il ne reviendra plus en équipe nationale». Il l'a pas fait, mais il n'a pas été rappelé. Il est un peu rigide Bielsa, il a pris Canobio comme pour un porte-serviette. Il y a un côté respect, et c'est ça que pointe, en fait, que pointe, Luis Suarez. Il pointe juste un mal-être. Heu, je sais pas, ça arrête si, Bielsa a des origines canadiennes. Bref, en fait, il pointe un mal-être, et en fait, tout cela, c'est résumé dans une quand il parle de l'époque Tabarez, parce que c'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Il dit, par exemple: «Pendant de nombreuses années, ceux d'entre nous qui vivent ensemble depuis 2007 ont travaillé dur pour que le complejo grandisse et devienne ce qu'il est, entre guillemets, comprenez, un lieu de vie. Et ça me fait mal de ne pas en pouvoir en profiter. Vous voyez des joueurs qui s'en vont, qui passent, qui viennent et qui ne profitent pas du complejo céleste. Dans leurs équipes, ils s'amusent ici et ils sourient, mais quand ils viennent en équipe nationale, ils ne sourient plus, ils ne s'amusent pas. Ce que vit l'équipe nationale me fait mal. Il y a des coéquipiers qui ne le diront pas, mais c'est compréhensible. Et donc, voilà. Ce qu'il explique, c'est cette sensation de mal-être qu'il y a au sein de la sélection. Et en gros, pour dire les choses très clairement, parce que c'est des choses que l'on dit parfois de Bielsa dans ses premières années, et souvent sur le côté discipline militaire au sein de l'équipe. Et voilà, c'est un petit peu un choc des cultures, concrètement, qu'il est en train de pointer. Donc c'est pour ça que dire des polémiques, dire Suarez flingue Bielsa, voilà. Parce que, comme tu le dis, Rudy, au niveau des résultats, il n'y a pas vraiment de gros échecs, à part le pré-olympico. Et d'ailleurs, Suarez ne parle pas des résultats. Il ne parle jamais des résultats. Je rappelle que l'Uruguay était dans les principaux candidats à gagner la dernière Copa América. Ils ont fini 3e. Ils ont été l'une des équipes qui jouait le mieux dans la phase de groupe. C'est une des équipes qui joue le mieux. Donc, il ne parle jamais du terrain. Il ne parle jamais de ce qui se passe sur le terrain. Il ne parle pas des choix du sélectionneur, parce qu'il pourrait. Il pointe juste cette espèce de... ce choc des cultures qu'il est en train de vivre et cette façon, ce comportement qui est finalement assez bielsiste. Enfin, c'est Bielsa, généralement. Je ne sais pas si c'est bielsiste, mais c'est Bielsa. Voilà, qui n'a pas l'air de fonctionner. C'est pour ça que Bielsa, c'est bien au début, mais souvent après, ça se complique. C'est peut-être une des raisons, effectivement. Suarez pointe quand même des responsabilités. Il en pointe deux. Il pointe Jorge Giordano, qui est le responsable des sélections en Uruguay, et forcément Ignacio Alonso, le président de la fédération uruguayenne. C'est lui qui a fait venir Marcelo Bielsa. Et il déclare, Suarez, ils le savent, et c'est ce qui me fait le plus mal. Je l'ai dit à Ignacio, et ça me fait mal, mais ils ont autorisé cela. Ils lui ont donné toute l'autorité nécessaire pour traiter le personnel de cette manière. Il inclut les joueurs dans le personnel. Alors voilà, je le disais, forcément, ça fait parler, ça fait vendre du papier. D'ailleurs, regardez, on en parle aussi. Voilà, mais au final, il n'y a pas forcément une grande polémique, je le disais. J'insiste bien là-dessus parce que il n'y a pas de question de critique sur le jeu, il n'y a pas de critique sur les résultats. Et d'ailleurs, regardez les réactions des joueurs qui ont eu lieu depuis. Il y a eu quelques réactions de joueurs depuis. Je vais vous en donner quelques-unes. Nathan Nandez, par exemple, a déclaré il a décidé de rendre tout cela public, et je pense qu'il a le droit de le faire parce que pour nous, il est une référence et il est notre dernier capitaine. Nous ne savions pas qu'il allait en parler. Ce n'est pas à nous de donner le feu vert de quoi que ce soit pour Luis Suarez. Je pense que nous sommes assez grands pour dire ce que nous pensons. Luis l'a fait, il a le droit. C'est très bien. Mais Nandez ajoute, nous sommes ici et maintenant et nous allons en parler. Nous verrons les choses qui n'ont pas été bien faites ou ce qui peut être mieux fait au jour le jour, parce que nous voulons tous que l'équipe nationale aille bien. Beaucoup de choses ont été dites par Suarez, des choses qui sont vraies, d'autres qui ne le sont pas. On va en parler et ensuite nous verrons. Donc voilà, ça c'est ce que dit Nathan Nandez. En gros, on va se dire les choses, comme dirait l'autre, ce qui est possible aussi. Federico Valverde a aussi parlé. Il a dit il y a des choses qui sont vraies. Il n'y a pas besoin de nier quoi que ce soit, pardon. En cela, il faut toujours être sincère, mais il est également vrai qu'il est préférable de parler des problèmes au sein de l'équipe avec la personne à qui l'on doit s'adresser. Sous-entendu, il faudrait en parler avec Bielsa. Et Sergio Rochet, qui est l'un des autres cadres de cette sélection, dit il a pris la décision de s'exprimer, il a tout à fait le droit. Tout ce que je peux faire, c'est qu'il a raconté des choses qui se sont passées. Donc vous voyez, personne ne tombe sur Suarez au sein de la section. Tout ce que je peux dire, c'est donc qu'il a raconté des choses qui se sont passées. Il a pris cette décision. En ce qui me concerne, j'essaierai d'éclaircir les choses qui se sont produites, en particulier lors de la Copa América, de les résoudre et de rendre l'atmosphère plus agréable à l'entraînement
pour l'entraînement et le travail. Et il explique en fait que, en gros, je vais pas vous lire toute la déclaration de Rothschild parce qu'elle est quand même assez longue. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que ce qui serait bien, c'est que l'on en parle entre nous et que ça, en gros, ce qui est dans le vestiaire ne doit pas sortir du vestiaire. Voilà, c'est ce qu'il dit derrière. Pour moi, ces choses se règlent entre nous, entre les murs, mais donc il ne va rien ajouter là-dessus. Bref, voilà en gros tout ce que ça a entraîné. Il y a quand même quelques anciens qui sont sortis du bois par rapport aux déclarations de Luis Suarez. L'ancien entraîneur des gardiens qui a démarré sous Marcelo Bielsa, enfin qui a été conservé sous Marcelo Bielsa. Carlos Nicola qui est parti. Alors, pareil, lui raconte par exemple comment s'est fait son départ de la sélection. En gros, il explique qu'au départ, il a signé il avait un essai, une mise à l'essai de 3 mois qui s'est transformé en contrat jusqu'en 2025, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, il explique que Bielsa l'a fait venir dans son bureau une fois pour lui dire qu'en fait, il allait changer le contrat et faire en gros des espèces de CDD de 3 mois et on fera le bilan tous les 3 mois. Voilà. Moyen comme management, bon bref, et justement, il parle, lui, de ce management, il pointe que ça, quasiment, et toujours l'ombre de Tabarez. Il explique, à l'époque du maestro, beaucoup de choses ont été construites autour de l'humain, de la personne, en mettant l'accent sur ce point. Tous les joueurs qui font aujourd'hui partie de l'équipe nationale sont passés par le processus du maestro Tabarez, qui se concentrait sur l'éducation des valeurs, le respect et l'attention envers l'humain et ensuite, une fois ces valeurs mises en place, la formation des joueurs de football. Avec Diego Alonso, cela s'est poursuivi, mais aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est passé au second plan, il n'y a plus d'intérêt pour l'humain, l'accent est mis uniquement sur le joueur et non sur la personne. Et pour vous dire, par rapport aux résultats, Carlos Nicola a dit « Il y a des choses que nous voyons tous, l'Uruguay joue bien, les équipes de Bielsa parlent pour lui en termes de nombre de choses que l'on voit sur le terrain, c'est ce que retient l'opinion publique aujourd'hui. » Voilà. Diego, donc on est vraiment dans ce choc, vraiment ce choc de culture, je l'appelle comme ça, mais je sais, enfin voilà, ce mode de fonctionnement qui n'est plus le même. Est-ce qu'il est adapté ou pas à l'Uruguay? On n'en sait rien. Il y a beaucoup de débats. Je ne vous citerai pas Chilavert parce que on va pas se mentir, mais 90% du temps, Chilavert dit de la merde. Donc voilà. Donc là, dès qu'il peut dézinguer quelqu'un, il se jette là-dessus. Donc lui, pour le coup, s'amuse à dézinguer Bielsa. Voilà. Connaissant. Ça va sûrement poser des questions à Bielsa, on va en parler dans un instant. Et donc voilà. Et Godin, pareil, appuie. Et Godin appuie en disant ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Suarez ne remet pas en question la façon dont Bielsa s'entraîne ou anime le groupe, enfin organise le groupe sur le terrain. Il se fait juste le porte-parole pour que les gens puissent s'amuser ensemble. Alors, il parle beaucoup de cohabitation, de vivre ensemble, de la notion de groupe. Et voilà. Et Godin dit aussi, nous étions habitués au maestro Tabarez. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons travaillé avec Tabarez pendant 15 ans. Nous avions des codes sur la façon de nous traiter entre nous, comment traiter les employés, les cuisiniers, les assistants. Et c'est ça qui a changé. Voilà. Ce sont les qualités humaines de Bielsa qui sont entre guillemets remises en cause. J'ai envie de te dire plus que les qualités humaines, tu vois ce que je vais pas aller trop loin là-dedans. Je te dirais que ce qui est remis en question, c'est son management en fait. Voilà, c'est la façon dont il gère ses hommes. Vraiment, là je parle de l'homme en termes d'humain. Et c'est vrai que dans cette sélection qui a été bâtie autour du fameux processo Tabarez, autour de cette notion d'éducation, de vivre ensemble, d'entretien des cadres, etc., on se souvient quand même qu'au départ, Suarez n'était pas convoqué par Bielsa. On se souvient qu'il avait sorti 2-3 phrases et que ça s'était pas forcément bien passé. Donc voilà. Bon, il y a quand même quelqu'un qui démonte Luis Suarez. Elle s'appelle Mahir Jakimchuk. Elle est l'ancienne kiné de Nacional, époque où Suarez était à Nacional, qui a tweeté, qui a partagé sur ses réseaux sociaux un long texte dans lequel elle dit notamment « Aujourd'hui, l'hypocrisie me dépasse. Luis, n'oublie pas que lorsque tu es arrivé à Nacional, nous avions tous l'ordre de ne pas te saluer, de ne pas te regarder, de ne pas te demander de photos. Personne ne l'a dit, je l'ai vécu. Montrons toujours les deux côtés d'une médaille, être, ne pas paraître, sinon nous serons toujours de simples hypocrites. » Bon, tacle appuyé. Maintenant, difficile de démêler, on va pas entrer trop dans le détail. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'on ne va pas se mentir. Peut-être pour ça que ça s'est fini pour Cavani. En fait, c'est aussi cela qui est pointé. Tu vois, par exemple,
On en parlait à l'époque hein, de Suarez. Je vous renvoie vers un article de Lucarno Posé et une conférence de presse absolument lunaire de Marcelo Bielsa dans laquelle il défonce les journalistes qui n'ont rien demandé ce jour-là. De toute façon, Marcelo Bielsa s'amuse régulièrement à défoncer les journalistes. Pour le coup, on va dire les choses, il dit des choses, et on l'a déjà dit, hein, il dit des choses purement scandaleuses quand il parle des journalistes. On en avait parlé notamment lors de sa sortie, lors de la Copa América après les débordements d'Uruguay-Colombie, où il avait aussi défoncé des journalistes qui n'avaient rien demandé. Donc il est scandaleux sur certains propos par rapport aux journalistes, mais on ne va pas entrer dans le détail là-dedans. Il va pas y avoir forcément beaucoup de troubles, hein, on va pas se mentir. On va forcément suivre les prochaines conférences de presse, comme tu le dis. Il y aura peut-être des questions qui sont posées à Bielsa, tu le dis Rudy, mais je peux t'assurer, en tout cas, je prends le pari qu'il ne répondra pas à la question et qu'il fera comme à l'époque où Suarez avait déjà fait bouger un petit peu dans la presse, à l'époque où il n'était pas contacté, à l'époque où il expliquait que Bielsa ne l'avait jamais appelé, il n'avait jamais appelé Cavani. Cavani n'a jamais été appelé par Bielsa, si l'on en croit les propos de Suarez, et Cavani n'a jamais été rappelé en sélection tout court. Mais il les a même pas appelés, il n'a pas appelé les cadres. Et c'est vrai que ça, par rapport au fonctionnement de Tabarès, donc voilà. Bref, on peut, à l'époque, les journalistes avaient branché Bielsa sur le fait de pourquoi t'appelles pas les anciens, machin bidule, et il avait fait toute une diatribe sur quand on ne sait pas quoi analyser, on fait des polémiques, voilà. Donc, à mon avis, on aura droit à ça. C'est toujours le traditionnel foulard rouge pour qu'on aille regarder ailleurs. On va quand même surveiller la communication de la fédération. La seule chose que l'on sait jusqu'ici, c'est que Jorge Giordano, lui, a nié plus ou moins, pas de manière encore totalement officielle, mais il était en interview où il présentait un livre, il a nié l'ambiance pesante au complet Roscéleste, et que ce que l'on sait, c'est que pour cette prochaine séquence d'éliminatoire, il n'y a que 5 joueurs qui sont autorisés à parler à la presse. Je vais vous les citer: Nahitan Nández, Sergio Rochet, Rosemar Jiménez, Nico de la Cruz et Fede Valverde. Voilà ce qu'on a à peu près sur cette affaire Suarez-Bielsa. Affaire, hein, c'est un grand mot, vous avez bien compris. Il faut aller interroger le gars qui est là depuis 30 ans, le fameux Minguta. Je ne suis pas sûr qu'il parle. D'ailleurs, Suarez dit qu'il ne parlera pas parce qu'il tient son poche. Je vous mets sa photo, en tout cas, on parle beaucoup de lui en Uruguay. C'est devenu la célébrité du moment parce que ça symbolise aussi certaines choses. À se demander si Bielsa n'est pas un spécialiste du diviser pour mieux régner. L'une des questions, et c'est terrible Nostromo, tu vas me faire citer Chilavert. Chilavert explique que c'est pour cela que Bielsa ne dirige jamais de grandes équipes et qu'il dirige toujours des jeunes parce qu'il peut les défoncer comme ça. Voilà, bref. Les supporters sont forcément divisés parce que on sait comment marche le monde de nos jours. Si tu es en fait, t'es soi-disant t'es toujours dans un camp de nos jours. Soit tu es pro-Bielsa, soit tu es anti-Bielsa. Tu peux pas être l'un ou l'autre. Enfin, tu peux pas être entre les deux. Tu peux pas dire, ben non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça machin. Le fait est que, bon, pour l'instant, même si lui déteste ça, Bielsa, mais pour l'instant, les résultats, ça va. Personne ne s'est trop plaint au-delà de ça. Et puis, c'est aussi un problème de génération, de manière dont on vit les choses. Donc, peut-être que ça s'adapte aussi à la nouvelle génération et pas à Suarez. On peut se poser des questions sur le timing, effectivement. On peut se poser des questions sur ce timing-là, dans le sens où... pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Pourquoi le faire à une semaine, à même pas à quelques jours du match de match d'éliminatoire? Bon, on va pas... Souvent, dans ces cas-là, on se demande à qui profite le crime. Et en Uruguay, on pense toujours à Paco Casal, forcément. Sauf que je ne suis pas convaincu que Luis Suarez puisse s'amuser un jour à servir les intérêts de Paco Casal quand on sait qu'ils se sont un petit peu chamaillés, notamment à l'époque de la renégociation des contrats pour les équipementiers. Suarez faisait partie de la fronde des joueurs, si je ne me trompe pas, qui avait attaqué directement Paco Casal à l'époque. Bref. Donc voilà en gros concrètement ce qu'il faut dire. Le timing est pas bon, non. C'est vrai que franchement il aurait pu faire ça au lendemain de la Copa América. Oui et non, parce qu'on s'imagine que s'il le fait au lendemain de la Copa América, son jubilé il l'a pas, parce qu'il n'aurait jamais été rappelé. Donc peut-être qu'il a attendu d'être rappelé, ce qui correspondait à la dernière session d'éliminatoire. Et voilà, il aurait peut-être dû en profiter à ce moment-là, après le deuxième match des éliminatoires, je ne sais pas. Bref, le timing est jamais bon. Par contre, je ne suis pas convaincu qu'on puisse accuser Suarez de défendre certains intérêts, ou pas, on verra, hein, l'avenir nous le dira. Mais bon, on va pas se mentir, et ce sera la conclusion. Voilà
l'affaire du moment. Est-ce que ça générera des polémiques intenses? Je ne pense pas. Ça risque d'être vite botté en touche. Est-ce que ça va impacter l'Uruguay? Ça, c'est une autre question. Et ça, c'est l'art de la transition. On va le savoir, on va le voir cette semaine. Parce que cette semaine, c'est la 9e journée des éliminatoires sud-américains. On va en profiter juste pour en parler parce que ça sera en milieu de semaine et parce qu'on fera un live. Alors, on va faire un petit point rapide sur les éliminatoires. Je vous mets les 2 derniers matchs n'étaient pas ouf déjà. Non, mais bon, on va voir, on va voir. Après, c'était compliqué. C'était des matchs de reprise, de début de saison pour beaucoup de joueurs. On verra, on verra. On va en parler du calendrier dans un instant. Je vous montre le classement des éliminatoires sud-américains. Vous voyez que ça va hein, pour l'Uruguay. Ils sont tranquilles. Pour l'instant, ils sont plutôt tranquilles. Une seule défaite de concédée. Et surtout, donc on peut vraiment voir un trio qui s'est dégagé, l'Argentine et la Colombie et l'Uruguay. Bizarrement, c'est le trio de la Copa América aussi. Ce trio qui se tient en 3 points, 18 pour l'Argentine, 16 pour la Colombie, 15 pour l'Uruguay, avec un petit trou qui a été creusé hein, derrière, avec les poursuivants que sont Équateur, Brésil, Venezuela, Paraguay, Bolivie. Là se tiennent en 2 points. Le Brésil est dans une situation très délicate, tout comme le Chili et le Pérou qui jouent leur survie. On va regarder le programme de cette semaine dans les éliminatoires. La Colombie ouvrira la session en se rendant en Bolivie. Match qui peut être important aussi pour la Bolivie pour venir mettre la pression. Vous voyez, l'Argentine est au Venezuela. L'Équateur accueille le Paraguay. Le Paraguay de son ancien sélectionneur. Effectivement, Al-Arami, ne pas oublier que sans la pénalité de 3 points, l'Équateur serait dans le groupe de tête. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que l'essentiel du travail a été réalisé jusqu'ici par Félix Sanchez et qu'il a été viré parce qu'il a été éliminé par l'Argentine au tir au but à la Copa América et qu'il ne doit pas être leader des éliminatoires. Je ne sais pas pourquoi. Bref, pour d'autres intérêts. Mais ça, c'est un autre débat. Équateur-Paraguay. Ensuite, Chili-Brésil. Match... dernière chance hein, pour le Chili. Chili qui ensuite ira en Colombie. Hein, donc bon courage aux Chiliens qui ont moyen de faire 0 sur cette session, sur cette fecha FIFA. Et ensuite, la dernière match de la 9e journée des éliminatoires. Pérou-Uruguay. L'Uruguay se rend au Pérou, oui. Fecha 9e journée, ça veut dire qu'on sera à mi-course de ces éliminatoires à la fin de la semaine. Ça sera donc jeudi. Et on va tout de suite en profiter, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, pour se donner rendez-vous. On va se donner rendez-vous pour un live. Probablement, on prendra l'antenne pour le Bolivie-Colombie qui est à 22h heure française. C'est vrai que j'ai pas mis les bonnes heures, j'ai laissé les heures de là-bas. Bolivie-Colombie, c'est 22h. Venezuela-Argentine et Équateur-Paraguay, c'est 23h. Chili-Brésil, c'est à 2h. Et Pérou-Uruguay à 3h30. Voilà, il y a moyen qu'on fasse un live jusqu'à la fin de Chili-Brésil. On va voir, au moins les 3 premiers matchs, on les fera. Donc jeudi 22h, il y aura un live et on pourra suivre tranquillement ces éliminatoires. Et on en profitera aussi à ce moment-là pour parler, justement, pour parler de chacune de ces sélections. Parce que vous avez vu forcément les listes, je ne vais pas les détailler là, hein, sinon ça va durer 2 jours. Et on va attendre les conférences de presse des uns et des autres. C'est vendredi, Pérou-Uruguay. Ah oui, j'ai mal vu. Attends. Bien vu. Eh ben, d'accord. Ah, c'est absolument pas ce que j'avais noté, t'imagines? Un truc de fou. Ok. Effectivement, c'est dans la nuit de vendredi à samedi, donc on fera clairement pas. On fera clairement pas. C'est vrai, tu as raison, bien vu. C'est samedi à 3h30 pour nous. Merci Pierre pour la correction. J'aimerais pas être à la place de Gareca. Je pense que ça va sauter après cette fecha FIFA pour Gareca. Hein, il y a des chances. Enfin, je sais pas, ça va dépendre de son contrat et de combien il coûte, mais c'est mal barré. Et vraiment, le calendrier pour le Chili. Chili-Brésil, donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin. Et Colombie-Chili, mardi prochain à 22h. Autant dire qu'on a vu plus simple pour essayer de rebondir. Mais attention, parce que le Brésil, si le Brésil ne gagne pas au Chili, ça peut commencer à se compliquer. On va pas s'affoler non plus, vous avez vu, hein, je vais vous remettre une dernière fois le classement. On va pas s'affoler non plus. Il y a 7 équipes hein, qui vont aller à la Coupe du Monde. Donc si le Brésil ne va pas à la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, lorsqu'un tournoi envoie 7 des 10 équipes, hein, bon, on en est encore loin de cette histoire. Voilà, c'est là-dessus que l'on va
clore les news de la semaine. Elles étaient assez denses, hein, vous voyez. Enfin, il y avait surtout cette affaire qui prenait pas mal de place. Mais quand même, ça valait le coup d'en parler parce que ça permet de voir certaines choses, notamment, et de voir si justement ça peut déstabiliser une sélection. La Bolivie, les 2 dernières victoires, oui, exactement. Faudrait vraiment un drame pour le Brésil. Non, oui, oui, clairement, faudrait vraiment un drame pour que le Brésil n'y aille pas. Et je ne pense pas que ce drame interviendra. Si vous n'aimez pas le Brésil, je suis désolé pour vous, mais il y a peu de chances quand même que le drame survienne. Ou alors, là, je viens de déclencher l'effet LO du siècle, hein, mais on va pas se mentir, ça devrait pas être le cas. Normalement, ça devrait aller pour les Brésiliens. Mais attention quand même, il peut y avoir une pression supplémentaire. Et pareil, hein, dans l'absolu, si Dorival ne sort pas avec le plein de points sur cette double session, bon, la double session du Brésil, elle n'est pas dure, hein. Ils vont au Chili, ils accueillent le Pérou. Normalement, tu fais 6 points, mais c'est ce qu'on va demander du Brésil, de faire 6 points. Donc voilà. Bref, on en parlera jeudi. Voilà, on en parlera jeudi de tout cela. On va clore cette partie news et on va passer désormais au dossier de la semaine. Pour le dossier de la semaine, on va justement rester un petit peu au Brésil et on va s'attarder sur l'actualité brésilienne. Vous l'avez peut-être suivi ou pas, mais c'est pour ça qu'on est là, tout simplement. Vous l'avez peut-être suivi, donc je disais ou pas. Il y a une belle affaire, une grosse affaire qui est en train d'être mise en place, et notamment par le gouvernement de Lula, qui a décidé de s'attaquer au problème des paris sportifs, et notamment des sites de paris sportifs en ligne au Brésil. La réglementation des paris a été mise en place à la fin de l'année dernière au Brésil. Elle introduit un ensemble de règles pour contrôler ces plateformes de paris en ligne, dont beaucoup, et c'est le même problème chez nous, hein, sont hébergés en France. Bref, le gouvernement, donc, à travers son ministre des Finances, et donc le gouvernement de Lula, a décidé d'aller un petit peu plus vite. Vous avez vu la une qui était là, des décisions devaient être prises en octobre. Les décisions, elles sont annoncées pour le 11 octobre. À partir du 11 octobre, à la fin des enquêtes qu'ils ont menées, le gouvernement, donc, à travers son ministre des Finances, ont présenté une liste des entreprises de paris sportifs autorisées à opérer au Brésil. Il y avait plus, ce qui veut dire, en d'autres termes et de manière plus simple, en gros, ils ont annoncé qu'il y avait plus de 600 sites de paris qui allaient être bloqués parce qu'ils ne répondent pas aux exigences légales fixées par le gouvernement. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, et fixées par la loi. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces lois, mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que donc à partir du 11 octobre, le 11 octobre c'est demain, hein, enfin presque, hein, c'est cette semaine, il n'y aura plus que 193 sites qui seront autorisés à exercer au Brésil, qui représentent 89 entreprises différentes. Alors, ça pourrait paraître anodin, peut-être comme ça, à première vue, mais ça a de véritables conséquences sur le football, et ça permet, c'est aussi l'objet de ce dossier, de se poser des questions. Alors, on va pas entrer dans le débat éthique hein, sur les paris sportifs, on en parlera un petit peu après, mais on va pas entrer dans ce débat-là. On va juste en parler en termes de l'importance de tous ces sites, de tous ces, on appelle ça des betteurs en argot, un petit peu en argot du milieu, de tous ces paris, de ces sites en ligne et de ces opérateurs de paris sportifs. Ça a des conséquences pour l'économie de certains clubs. Je vais vous donner des exemples au Brésil. Plusieurs clubs sont directement touchés par cette décision du gouvernement, et le club le plus important touché, c'est le Corinthians, qui a un contrat avec Esportes da Sorte, un contrat de 309 millions de reais, ça correspond environ à 52 millions d'euros, c'est pas négligeable, hein, 52 millions d'euros de contrat de sponsoring, jusqu'en 2026, qui fait en gros 17 millions par an. D'autres clubs sont touchés. Grêmio, 20 millions de reais par... Je vais vous donner les sommes en euros, comme ça on ne se perdra pas. Grêmio a un contrat jusqu'en 2026 avec 3 millions d'euros par an. Bahia, pareil, jusqu'à la fin 2025. L'Atlético Paranaense, même combat à peu près jusqu'à fin 2026. Et Ceará, qui est un club de Série B, a un contrat aussi jusqu'en 2027 pour à peu près aux alentours des 2,5 millions, 3 millions d'euros par an. D'autres clubs sont touchés. Juventude, qui est sponsorisé, comme j'ai cité un premier site de paris sportif, on va y aller, hein.
On va en citer plein, hein. Bref, Stake, qui est interdit et qui est sponsor de Juventud, BetVIP de Sport, d'Alphabet de Guarani et Reals d'Amazonas et de Coritiba. L'un des exemples qui fait beaucoup parler aussi par rapport, et j'en parlais à l'instant, c'est donc le Corinthians. Le Corinthians et son sponsor Esporte da Sorte, qui est interdit. Pourquoi je vous mets une photo de Memphis Depay? Parce que ça correspond, c'est l'une des conséquences directes. Memphis Depay, vous le savez tous, joue au Corinthians. On dit le Corinthians aussi, hein, j'en profite pour rappeler ça à certains comptes Twitter avec des millions de followers. Le Corinthians, pas les Corinthians. Le Corinthians a recruté Memphis Depay. Memphis Depay touche 12 millions d'euros par an. Ce coût de transfert, enfin le coût total du transfert, c'est 12 millions d'euros pour le joueur et de son salaire, pardon. Et sur ces 12 millions, ça fait 70 millions de reais. Sur ces 70 millions de reais, il y en a 57 qui sont payés par le sponsor. Donc, si ce sponsor n'a plus le droit d'opérer au Brésil, n'a plus le droit de s'afficher sur le maillot, vous imaginez bien qu'ils vont arrêter de payer Memphis Depay. Et ça voudra dire que le Corinthians, qui a déjà plus de thunes, va devoir trouver un moyen de payer Memphis Depay, ou alors ça voudra dire on casse le contrat. Comment sont déterminés lesquels étaient interdits? Alors, franchement, il y en avait plus de 600, il n'y en a que 193 qui sont autorisés, je ne peux pas te donner toute la liste. Je pourrais la mettre en description si tu veux, si ça t'intéresse. Et sur comment ils sont déterminés, c'est par rapport à ils ont mis des enquêtes, il y a une histoire de loi. Je ne suis pas entré dans le détail, ça peut être très très compliqué. Donc voilà, il y a des règles qui ont été fixées par l'État. Il faut répondre à cette charte. Et si tu n'y réponds pas, tu dégages. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est un petit peu l'idée. À noter que 15 des 20 clubs de Serie A ont un sponsor principal de betting. Je vais y arriver, tu vas voir. Parce que voilà, derrière cette observation, derrière cette histoire-là, derrière cette conséquences que l'on peut avoir direct sur Memphis Depay, il y a un fait, c'est ce que je soulignais en introduction de ce dossier, c'est que tout simplement, les entreprises, les opérateurs de paris sportifs ont, dans le paysage footballistique mondial, hein, il n'y a pas de... on ne se fait pas d'illusions, hein, c'est partout pareil, mais aussi et en particulier ces dernières années, et ça s'est accéléré brutalement depuis 4-5 ans, ont pris une place de plus en plus importante dans le paysage footballistique sud-américain et justement dans l'économie des clubs. Je vais vous prendre quelques exemples, et c'est particulier parce qu'on est dans une région du monde, l'Amérique du Sud, où on parie toujours, mais on a toujours parié, mais on pariait entre potes. En fait, on se faisait des petits paris sur des matchs, mais on jouait entre nous. On ne pariait pas sur des opérateurs étrangers, on ne jouait pas à des jeux d'argent concrètement. Donc on pariait entre nous. Alors après, il y avait aussi des paris un petit peu obscurs, machin. Je vous renvoie vers les fameuses séances de tir au but de Nestor Ortigosa quand il était jeune. Là, on parle d'autre chose. On est sur des choses un peu plus obscures. Bref. Le modèle des opérateurs de paris sportifs qui sont souvent basés à l'étranger, ils sont omniprésents en Amérique du Sud, je le disais. Vincent vient de dire dans le chat que 15 des 20 clubs de Serie A ont un sponsor principal de betting. Vous savez quoi, on va dérouler tranquillement, hein. Je vais vous montrer quelques logos. Le championnat du Brésil s'appelle le Brasileirão Betano. Pareil, je vais en citer d'autres, comme ça ils seront tous arrosés, ils seront tous servis, ils seront tous contents. Il s'appelle le Brasileirão Betano, Betano comme le tournoi argentin qui s'appelle le tournoi Betano. La Liga péruvienne, la Liga colombienne. La Liga colombienne s'appelle la Liga Betplay, on parlait de Colombie il y a un instant, donc encore un opérateur. La Liga péruvienne s'appelle Liga 1, Liga Uno Te Apuesto, qui est aussi un opérateur de paris en ligne. Et la ligue équatorienne s'appelle la Liga Pro Equabet. Alors on va s'arrêter un petit peu, on va focaliser 2 secondes sur l'Équateur parce que vous allez voir que c'est intéressant. On peut parier en ligne en Équateur depuis le début des années 2000 à peu près, mais l'irruption véritable dans le milieu du football en Équateur, c'est en 2021 quand cette fameuse Liga Pro est devenue la Liga Pro Betcris. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est Equabet. Et en 2022, il y avait 6 équipes de première division équatorienne qui avaient un sponsor qui était un opérateur de paris sportifs. Il y a 16 équipes dans l'élite équatorienne. Aujourd'hui, 12 des 16 équipes ont un sponsor qui est un opérateur de paris en ligne.
Donc, on a doublé en 2 ans. Voilà, il n'y a que 4 clubs donc qui y échappent. Je peux vous le donner, hein, je peux vous les donner. C'est El Nacional, Libertad, Orense et l'Universidad Católica. L'ironie du truc, c'est qu'en 2019, le gouvernement, les instances équatoriennes se sont justement posé la question par rapport à la réglementation de ces paris sportifs en ligne. Et il y avait vraiment eu, voilà, il y avait eu vraiment eu une campagne d'audit un petit peu. Et il y avait eu une question qui s'était posée, c'était de savoir si ces jeux étaient des jeux de hasard. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en Équateur, les jeux de hasard sont interdits et ceux qui organisent des jeux de hasard risquent des peines de prison. Et donc la question à l'époque, en 2019, c'est pas vieux, hein, c'était il y a 5 ans, la question était de savoir si un pari sportif était un jeu de hasard et ils étaient arrivés, alors on va pas se poser les questions, on va pas se demander comment ils en étaient arrivés à ces conclusions-là, de définir que en fait non, ce n'était pas des jeux de hasard parce que ça mettait en place des compétences d'analyse pour pouvoir juger de ce qui allait se passer sur un résultat. Et donc, ils n'ont pas été définis comme tels, et ils ont donc eu le droit d'opérer, à partir de 2019, véritablement d'opérer de manière très légale et très frontale. Voilà, aujourd'hui, il y a 17 entreprises de paris sportifs qui sont autorisées en Équateur, il y en a 4 qui sont en cours de liquidation. Donc voilà. Ce problème, et je vois Al-Rami dans le chat qui nous dit c'est vraiment devenu un cancer ce truc, on en parlera un petit peu après, tu vas voir pourquoi, où je veux en venir dans l'histoire, c'est qu'on peut étendre à l'ensemble des pays, on peut même étendre à l'Amérique latine. Vincent vous disait que 15 des 20 clubs de Brésiliens sont sponsorisés par un opérateur de paris sportifs, la Liga MX, il y a 18 marques de paris sportifs qui sont représentées sur les maillots, au point que le gouvernement envisagerait, choisissez le temps que vous voulez, une législation pour arriver à l'interdiction d'affichage sur les maillots. Il y a quelques pays en Europe qui le font. Rappelez-vous, Stuttgart qui est allé à Bernabeu en devant enlever son sponsor qui était un opérateur de paris sportifs parce que c'est interdit. Petit chiffre comme ça, en CONMEBOL, donc en Amérique du Sud, sur la zone CONMEBOL, 38 des 64 équipes qui ont participé cette année à la Libertadores et à la Sudamericana, c'est-à-dire 59%, sont sponsorisées par un opérateur de paris sportifs. 17 des 25 équipes brésiliennes et argentines, si vous additionnez le total des Brésiliens et des Argentins, sur les 25 que ça représente, il y en a 17. Donc voilà, le pari sportif prend une place de plus en plus importante, le tout est de savoir les modérer. Ouais, mais ça pose d'autres questions, tu vas voir, je vais y venir. Tu fais ça en Colombie, tout le système est en PLS. Et oui, et oui. 2 exemples argentins, Boca et River. En juillet 2022, River a présenté son sponsor maillot que vous connaissiez peut-être pas. Vous le voyez avec les maillots. Vous voyez les maillots où il y a écrit Codere. Codere, c'est un opérateur de paris sportifs qui paye 3,5 millions de dollars par an. C'est 20% de plus que ce que payait l'ancien sponsor maillot qui était Turkish Airlines. Boca est passé en juin 2023 avec Betson, son nouveau maillot, son nouveau sponsor, qui a remplacé Qatar Airways, me semble-t-il, un autre bon sponsor. Bref, et dans ce cas, la marque suédoise a déboursé près de 7,5 millions de dollars avec un contrat qui se termine en décembre prochain. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut résister à cela ? Oui, il y a des pays qui tentent de résister. L'Uruguay n'a pas de sponsor maillot, pas que je sache. J'ai pas regardé tous les maillots, donc on va y aller avec prudence sur l'Uruguay. En tout cas, au Chili, on a tenté. Rappelez-vous, on en avait parlé, je crois, dans un 9-10. Le ministère de la Justice avait interdit, tout simplement, et avait enjoint la Fédération nationale de football professionnel l'avait enjoint sous 30 jours de se débarrasser de ses contrats avec les sociétés de paris étrangères. À l'époque, le championnat chilien s'appelait le Campeonato Chileno Betson, qui versait 2,5 millions de dollars. Je donne les chiffres parce que vous allez voir où je veux en venir. Qui versait 2,5 millions de dollars. Le championnat est donc aujourd'hui n'est plus sponsorisé par Betson. Ils ont viré Betson, ils ont rompu le contrat, ils sont sponsorisés par une banque qui s'appelle Itao, qui verse 1,5 million de dollars. Donc 1 million de moins, presque la moitié de moins par rapport à ça. Enfin bon, 1 million de moins. Ça n'empêche quand même pas les opérateurs de paris sportifs d'être présents, puisque l'actuel leader du championnat, qui s'appelle Universidad de Chile, si vous regardez sur son maillot, vous allez voir Jugabet, qui est un opérateur. Bref, je le disais, tout le monde est touché, même les équipes nationales. 4 sélections
que vous allez voir jeudi en éliminatoire sont sponsorisés par des opérateurs de paris. Et il y a des fois où c'est même encore plus drôle. On parlait de la Colombie, ou l'Équateur avec Equabet, ça sponsorise également la sélection. Là où ça devient rigolo, c'est le cas de l'Argentine, championne du monde, qui a 4 sponsors qui sont des opérateurs. Je vais vous les citer: Bet Warrior, BC Games, Duel Beats et VBet. Voilà, ces 4 sponsors-là sponsorisent la sélection. Les 3 autres, je vous l'ai dit: Équateur avec Equabet, Colombie avec Betplay et donc Pérou avec TA Puesto. C'est plus grave de sponsoriser les sélections nationales. Eh bien, en fait, derrière tout ça se cache un modèle, une question. La question, c'est le financement. La question, c'est comment tu finances, comment tout simplement tu finances quand tu es un club de foot. Et je vais même aller plus loin, c'est aussi pour ça que je voulais en arriver là. Comment tu finances aussi tes médias. Vous le voyez, hein, personne n'y échappe. Personne, absolument personne n'y échappe. Et donc, ça pose la question du financement du football et de tous les pans du football. Les sélections, les clubs, c'est que de l'économie. Les sélections, c'est aussi de l'économie. Il faut des entrées d'argent, Red, pour défrayer les joueurs, pour payer les déplacements, pour organiser tout le reste. Il faut de l'argent. Donc voilà, les primes pour les joueurs, les primes de sélection, il faut de l'argent. Et donc la question, c'est comment on se finance. Et cette question-là, vous pouvez l'étendre au club, aux sélections et même aux médias. Non, les entrées d'argent, ça suffit pas, Vince. Les entrées dans les stades, ça suffit pas. Dans tous les modèles, on le voit que ça ne suffit pas. Les sponsors externes sont la part la plus importante des revenus, que ce soit pour les clubs ou les sélections. La sélection, tu as l'État. Je te rappelle que l'État n'a pas le droit d'intervenir dans le fonctionnement des sélections, hein, sous peine de sanctions. Ça, c'est valable que pour l'Afrique. Donc voilà. Et personne n'y échappe, même les médias. Et quelle que soit la taille du média, vous voyez tous les gros médias, vous écoutez les radios, vous voyez que vous regardez vos matchs de foot sur les chaînes de télé, quelles qu'elles soient, vous voyez les pubs avant les matchs, c'est que des opérateurs de paris sportifs, parce que c'est eux qui financent. Et je vais vous prendre, quand je dis n'importe quelle taille de média, on peut même parler, même pour nous. Regardez-nous à Lucarne Opposée, le livre de Bielsa, là, celui-ci, il a été financé par un opérateur de paris sportifs. On a eu un contrat à un moment avec un opérateur de paris sportifs pour faire des articles, pour produire des articles, et l'argent nous a permis d'acheter les droits de traduction. Sinon, on ne le fait pas. Quand on est parti en Argentine pour le documentaire, documentaire, si on n'a pas l'argent d'un pari sportif, on ne peut pas le faire. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et donc, ils sont partout. Et donc, ça se pose cette question-là. C'est très bien de vouloir un modèle un petit peu vertueux, pas d'opérateur de paris sportifs, mais dans ces cas-là, il n'y a plus d'argent. Et donc, c'est un vrai débat. Hein. C'est vraiment un vrai débat. Le fait est que, pour l'instant, les seuls qui financent... les seuls qui financent, c'est eux. Alors, le sponsor maillot donne aussi, tu peux choisir un autre sponsor que le pari sportif. Écoute, très franchement, regarde l'exemple que j'ai donné avec la fédération chilienne. La fédération chilienne, le championnat de chilien a perdu 1 million d'euros en virant les paris sportifs. 1 million d'euros, quand ta somme c'est 2,5 millions, c'est énorme. C'est énorme. Alors évidemment, je suis pas là pour défendre les paris sportifs, d'autant que on est dans des régions du monde où il y a quand même de vrais problèmes. Et pourquoi le Brésil et pourquoi le gouvernement de Lula a pris cette décision de réguler très fortement les paris sportifs. Je vais vous donner quelques chiffres. En fait, la raison qui est derrière ça, elle est 100% sociale dans le gouvernement brésilien actuel. En fait, il y a une enquête qui a été menée par la Banque centrale brésilienne qui a révélé que rien qu'au mois d'août, 5 millions de bénéficiaires de la Bolsa Familia. Alors, la Bolsa Familia, c'est un programme social qui est destiné à aider contre la pauvreté. En fait, ça donne des aides qui sont conditionnés à des devoirs d'éducation, etc., etc. Enfin, plusieurs, il y a des obligations. Et en gros, c'est une sorte de revenu minimum qui est au minimum de 600 reais. Voilà. En gros, hein, on va faire ça comme ça. En fait, ils se sont aperçus que 5 millions de bénéficiaires de la Bolsa Familia avaient dépensé près de 3 milliards de reais, soit plus de 500 millions d'euros dans les paris sportifs. Et ils ont mesuré ça à travers une plateforme de paiement rapide qui s'appelle Pix. Ce montant
donc pour le gouvernement et a raison. Ouais, c'est un peu ça, Nostromo. Sauf que c'est un peu, un équivalent de minima sociaux. En fait, c'est une aide pour les plus pauvres qui est, conditionnée à différentes obligations et notamment des obligations d'éducation. Donc, voilà, c'est une aide pour les plus démunis, une aide conditionnée comme on dit, voilà, il y a pas d'autre mot. Et donc en fait, ils se sont aperçus que en gros, bah, pour être tout à fait, franc sur la chose, c'est que un, ça veut dire que l'argent qui est donné par rapport à la Bolsa Familia, alors c'est pas cet argent qui va directement, vous avez bien compris, on va pas faire ces raccourcis rapides, mais c'est un détournement des ressources en fait. Et ça impacte les familles qui sont les plus démunies et qui vont du coup rester les plus démunies et les plus vulnérables. Pour vous donner une idée, selon une étude de l'Association nationale des jeux de loterie, le marché des paris sportifs devrait générer 150 milliards de reais en 2024, croissance accélérée et donc forcément avec un impact sur la santé financière de la population. C'est toujours les plus démunis qui parient, forcément. On va même, enfin voilà, c'est toujours les plus démunis. Alors on va pas entrer dans la question du pourquoi, comment. Il y a ces notions d'addiction au jeu qui peuvent être là-dessus. Donc il y a un vrai problème social qui est posé par tout cela. Et c'est aussi pour cela que la décision est prise par le gouvernement brésilien d'interdire certains sites. D'autant que, comme le dit Vince, il y a aussi des sites un peu obscurs où tu récupères pas ta thune. Donc voilà. Euh, donc voilà. Après, c'est un peu hypocrite car ici, il y a plein de gens qui jouent au Tigrinho. Et ça marche très bien. Oui, mais c'est parce que souvent les mêmes opérateurs de paris en ligne ont aussi ces affaires de roulette en ligne. Ça englobe des jeux d'argent en fait. C'est pas aussi simple, Red. On leur donne pas de l'argent pour parier. C'est comme partout, hein. C'est-à-dire que tu as le droit de vivre aussi. Et ça en fait partie. Donc voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a ces éléments sociaux. Peut-être que cette opération vise aussi à lutter contre les éventuelles addictions. Alors, c'est toujours le même débat, Nostromo. Disons qu'il y a une volonté sociale de dire, en fait, on va dire les choses clairement. Je pense que l'une des volontés, c'est de se dire, j'ai plus envie que la thune, une partie de l'argent qu'on donne aux gens parte chez des opérateurs étrangers, parce qu'ils interdisent pas le pari sportif. Attention, ils interdisent certains opérateurs qui répondent pas à leur cahier des charges. Donc, on va toujours pouvoir faire du pari sportif au Brésil. C'est juste qu'il va falloir maintenant avoir des opérateurs qui sont certifiés. On n'interdit pas, dans aucun pays, on interdit le pari sportif. On choisit juste. Donc voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, une partie de cet argent-là partait dans des comptes un petit peu obscurs sur des sites qui sont hébergés à l'étranger. Donc il y a ce problème-là avec l'impact social que ça entraîne. Et puis il y a évidemment, quand on parle de football, il y a évidemment les problèmes liés au paris sportif, les problèmes de matchs truqués. On avait parlé du scandale en Bolivie. Les exemples sont assez nombreux. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je crois que j'ai oublié. Non, je l'ai mis. J'étais en train de chercher un visuel. Juste cette petite infographie qui vient de Sportradar, hein. Sportradar, c'est la fameuse entreprise qui analyse les flux d'argent pour voir s'il y a des matchs qui peuvent pas être suspicieux ou voilà, qui peuvent voilà pas être suspicieux, c'est le mot. Ces chiffres sont pour 2023. Les chiffres en rouge, ce sont le nombre de matchs sur lesquels il y a des soupçons de fraude. Il y a 217 matchs qui sont concernés en Amérique du Sud, 109 rien que pour le Brésil. Le Brésil est le deuxième et le pays le plus impacté au monde par les matchs truqués, loin devant la Tchéquie. Il faudra dire à Sportradar qu'on ne dit plus République tchèque, mais qu'on dit Tchéquie. Et 94 de ces matchs, de ces 109 matchs, concernent des matchs de championnat d'État. Sachez que, on va juste pour terminer sur cette partie match truqué, qui est un des éléments aussi, hein, un match sur 160 joués dans le monde est suspicieux. C'est la conclusion de Sportradar. Je vous mettrai le lien vers le rapport. Vous le verrez, il est plus complet que ça. C'est bien analysé et tout. Voilà. Alors forcément, il y a des impacts. En Équateur, je parlais beaucoup de l'Équateur qui est sponsorisé. Le championnat est sponsorisé par des paris sportifs. Bon, on a eu des sanctions qui ont été prises notamment contre deux joueurs de Libertad qui ont prétendument reçu de l'argent pour manipuler des matchs. Le club a pris 4 points pour démarrer le tournoi et l'un des joueurs, Milton Bolaños, que je vais vous montrer en photo, Milton Bolaños est suspendu pour 2 ans. Il a fait appel et depuis, la Liga Pro a réformé son code d'éthique. Les joueurs n'ont plus le droit de participer à des pronos ou à des paris sportifs.
Mais bon, les matchs truqués, on les empêchera pas, si on enfin voilà, on pourra pas les empêcher, tant que, il y a d'autres éléments. C'est pas le fait qu'il y ait des sites de paris sportifs, qui existent sur les pays ou qu'il y ait des sponsors maillots qui font que, il va y avoir des matchs truqués. C'est d'autres éléments. Sport Radar, c'est la partie visible de l'iceberg. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on est d'accord, mais de toute façon, c'est difficile. Et puis, on parle juste de matchs qui lèvent des soupçons, pas de matchs qui sont profondément truqués, tu vois. Bref, ce que je veux dire derrière, et on va rester en Équateur un instant, c'est qu'il y a un autre souci qui est posé par les paris sportifs et par les opérateurs de paris sportifs. Et c'est aussi pour cela qu'il est important pour chacun des pays de les réguler, notamment en Amérique du Sud. C'est que l'un des grands moyens de blanchir son argent, c'est d'utiliser des opérateurs de paris sportifs. Je vais vous montrer des chiffres qui sortent de l'Observatoire équatorien du crime organisé. C'est très Équateur ce soir, mais bon, comme l'Équateur est Équabet, on va en profiter. Je vous mettrai, si ça vous intéresse ces choses-là, le rapport est passionnant. Il faut lire l'espagnol. Je vous mettrai le lien aussi. Donc voilà, c'est la description de comment fonctionne le crime organisé en Équateur. Vous avez même les réseaux de narcotrafic, les réseaux, enfin comment ils s'organisent, le trafic d'armes et tout. Donc vous voyez, je vais vous le traduire, hein, l'infographie. Il n'y a qu'une seule chose à regarder, c'est que le blanchiment d'argent, lavado de activos, représente 17%. Oui, c'est le trafic d'animaux, Red. 17%. Comment dirais-je, 17% des activités criminelles du crime organisé en Équateur. C'est la deuxième activité derrière le narcotrafic qui est à 23% et c'est même plus important que la corruption. Voilà. Donc c'est aussi cela qui est visé par ces différents opérateurs de paris sportifs. Certains sont un petit peu obscurs, certains sont basés à l'étranger. Alors en Équateur, ceux qui sont basés à l'étranger sont souvent en Colombie, désolé pour Pierre. Mais voilà, vous voyez qu'il y a aussi des mécanismes d'organisation criminelle qui sont derrière pour blanchir de l'argent à travers les sites et les opérateurs de paris sportifs. Je ne suis pas en train de dire que tous les opérateurs de paris sportifs sont utilisés pour blanchir de l'argent, mais certains un petit peu plus obscurs le sont probablement clairement. Bref, il y a cette loi qui a été passée au Brésil, enfin qui est passée au Brésil. Il va y avoir donc des conséquences, vous le voyez, pour le football brésilien. On va voir comment ça va se matérialiser dans d'autres pays. Il y a une lutte dans certains pays qui est organisée, dans très peu de pays. Je vous l'ai dit, Chili et maintenant Brésil. Il y a cette nécessité aussi donc d'encadrer plus sérieusement tous les opérateurs. Il y a voilà, hein, dans ce dossier, l'idée c'était de montrer leur impact, leur importance, se poser aussi la question par rapport à comment financer le foot. Vraiment, posons-nous cette question-là. Comment on peut soutenir, comment un club de foot peut trouver de l'argent ou qui finance le football. Vous apercevrez que c'est souvent un petit peu toujours les mêmes et que même nous, à n'importe quel niveau, même nous, aussi petits soyons-nous avec Lucarno Posé, je vous l'ai dit, on a été, entre guillemets, financé par des sites de paris sportifs. Bon, j'espère que dans leur cas, ils ne blanchissent pas à l'étranger. Bon, c'est des entreprises françaises, donc ça devrait aller. Celui qui nous a permis de faire les 11 Caminos, c'est en France. Donc voilà. Mais vous voyez que il y a toute une réflexion à mener là-dessus. Il y a quand même des lignes qui sont en train de bouger dans certains pays. On va voir à quel point ça peut impacter le football. Mais il y a des contraintes que les clubs, avec lesquelles les clubs vont avoir du mal à survivre dans des contrées, dans des pays du monde où les équilibres financiers sont quand même assez précaires. Voilà pour ce dossier. Voilà ce qu'on a dit, ce qu'on pouvait dire par rapport à cette affaire-là. Alors, petit épilogue hein, par rapport à l'histoire du Corinthians et par rapport à son sponsor. Le 11 octobre, Memphis fait ses valises. Non, en fait, ils sont en train les deux opérateurs, hein, Esporte da Sorte et Real, sont soi-disant en train de discuter avec le gouvernement. Donc, attends. Tu as trahi notre confiance. Ah, j'ai toujours été clair sur ce sponsor-là. C'était il y a... ça remonte à maintenant, hein, mais voilà, c'était il y a 3 ans, 4 ans. C'était avant le Covid, je crois. Non, c'est peut-être après le Covid. Ou à peu près. Ça correspond à la période avec la très mauvaise pub de BetClick en France, où il laissait comprendre que, en fait, si tu voulais mettre ta daronne à l'abri...
Je crois que c'est à peu près cette période-là. Bref, voilà. Mais tu vois, franchement, tu vois, on fonctionne sans aucun moyen à Lucarne Opposée. Et pour dire les choses très clairement, là, on n'a pas de moyens. Et si les seuls mécènes, entre guillemets, que tu peux trouver éventuellement, alors je vais te dire franchement, je ne les cherche pas. Donc voilà, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais les seuls mécènes, quand tu as besoin de faire quelque chose, quand tu as besoin d'aller tourner, d'aller faire un truc à l'étranger ou pas, les seuls qui te répondent sont les opérateurs de paris sportifs. Ce sont les seuls qui te répondent. Donc voilà, et tu vois, nous, on est Lucarne Opposée, on est tout petit, mais regarde les grands médias, écoute, regarde les télés, regarde les stations de radio qui organisent des paris, enfin qui font des pubs pour les paris, ils n'ont pas le choix, ça finance leurs émissions, ça finance toute l'économie du football est financée par les opérateurs de paris sportifs. Et si on veut un modèle alternatif, bah, ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres mécènes. Et pour l'instant, ces mécènes-là, bah, je suis désolé de le dire, ils n'existent pas. Donc Donc voilà, donc on n'a pas le choix. Alors après, il y a d'autres moyens il y a d'autres moyens éventuellement, hein, comment dirais-je? On peut fixer des règles avec les parieurs sportifs que l'on veut, notamment ne pas inciter les gens à faire du pari ou des choses comme ça, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Et vous voyez, la législation bouge un petit peu en France aujourd'hui. Quand vous avez des gens qui sont sponsorisés par des sites de paris sportifs, ils sont obligés de mettre une énorme bande jaune pour expliquer que c'est interdit aux moins de 18 ans. Vous allez me dire, c'est un peu hypocrite. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà moins beau en termes d'overlay, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est comme ça. Le modèle est comme ça. Voilà, le jour où on trouvera, le jour où il y aura des mécènes, voilà. Mais bon, après, nous, on n'est pas touchés parce que vous voyez, hein, on est financé par rien. La seule chose qui nous finance, c'est les subs. Et encore, même pas, ça nous finance pas. On va pas se mentir. Non, la seule chose qui nous finance, nous, c'est les mags et qu'il reste, et c'est les livres. Voilà. Et pour le reste, bah, on se débrouille tout seul. Voilà, on arrive à la fin bientôt. Non, parce qu'il reste une chose, il reste les Golasso Hello, bien sûr. On va découvrir qui est le Golasso Hello de la semaine dernière. Je vais vous montrer le résultat. C'est Joaquín Moya, le joueur d'Iki, qui est face à la houe. Comme quoi, hein, tu vois, tu peux avoir un... Regardez bien qu'il y a deux opérateurs de paris sportifs sur le bord du terrain, à côté du but. Bref, voilà, hein, vous voyez ce que je disais. C'est ce but-là qui a été élu Golasso Hello de la semaine dernière avec ce geste absolument génial. Le tacle et le lob. Rodolphe, t'as voté pour ce but. Ben voilà, t'as voté pour le vainqueur. Dernier petit ralenti, le voici. Le but de Joaquín Moya, élu Golasso Hello de la semaine dernière. Eh bien, on va y aller pour les Golasso Hello de cette semaine. Il y en a 4. Est-ce qu'il y a une thématique commune? Ouais, il faut être en dehors de la surface encore cette semaine. Voilà, allez, je vous laisse la découvrir et on en parle juste après. Ça va être compliqué de choisir, c'est le principe. C'est le principe. La Ligue des champions du monde est bien représentée. Elle est pas mal représentée. Voilà. Le troisième, le geste est juste magnifique, je suis assez d'accord. Le but de Fidel Martinez, le relâchement du geste, je suis assez fan aussi. Bref, voilà. Vous avez le meilleur, c'est en Liga Equabet. Ah bah t'attends, il y en a deux. Hein. Vous avez vu qu'il y a des sponsors bêtes partout. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. 4 candidats, il y aura un seul élu, forcément.
Comment ça va se passer et cette fois-ci, je vais pas oublier, parce que j'ai oublié de mettre le sondage sur le Discord, donc je mettrai le sondage sur le Discord, mais sinon vous allez tous les retrouver sur le compte Twitter de Lucarne Opposé. Avec un sondage, vous allez avoir une semaine pour y répondre. En réponse à ce sondage, vous aurez les 4 candidats pour vous rafraîchir la mémoire ou pour vous les faire en boucle si vous avez, si c'est votre truc. Voilà, et vous aurez donc une semaine pour élire le Golasso Hello de la, semaine. Et on se donnera rendez-vous lundi prochain pour savoir lequel a gagné. Bon courage à vous, c'est à vous de bosser maintenant, hein, comme je le dis d'habitude, c'est bon, on a fait la sélection, maintenant à vous de jouer. Voilà, on arrive au terme de cette émission. On arrive donc au bout de cette émission. Un rendez-vous ce jeudi, donc, aux alentours de 22h pour la soirée d'éliminatoire sud-américain avec Bolivie-Colombie, notamment à 22h. Donc voilà, et on enchaînera les matchs. Il y aura l'Argentine qui sera au Venezuela, l'Équateur accueille le Paraguay et le Chili accueille le Brésil. On se fera ces matchs-là. Rendez-vous jeudi pour le prochain live. Sinon, vendredi, il y aura probablement pas de Dans la Lucarne parce qu'on n'a que des éliminatoires. Donc forcément, j'ai pas de match de championnat à vous présenter. Donc on se donnera rendez-vous à la suite dans 15 jours pour la suite, le retour des championnats. D'ici là, bah voilà, hein, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux ou faites-le si ce n'est pas fait. Vous pouvez vous abonner sur nos différentes chaînes, que ce soit sur Kik ou sur Twitch. Les émissions sont disponibles en replay sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Si vous voulez venir les vivre avec nous, c'est le lundi soir donc à 22h pour Lucarne Américaine. Et c'est le rendez-vous que je vous donne si vous aimez cette émission lundi prochain à 22h. Merci à tous ceux qui sont présents dans le chat. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve donc jeudi pour le live sud-américain ou sinon lundi prochain pour le prochain rendez-vous de Lucarne Américaine. Salut tout le monde.